Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode spécial Cannes de grand angle. On est presque les mêmes de nouveau. Pierrick est là à mes côtés, il va bien. Hello tout le monde. Et ça re-salut. Et moi aussi je vais bien. Je trouve que le niveau monte un peu depuis 2-3 jours. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, nous a rejoint à cette table Tobias Sarrazin. Hello tout le monde. Qui est journaliste à Cinéfeuille, notamment, je crois. Oui, exactement. Et Cinéfeuille, je rappelle, c'est un mensuel de cinéma suisse. C'est le seul mensuel de cinéma suisse roman. Il faut le lire, il faut s'abonner, il faut l'acheter. Il est vraiment très très bien. Il faut soutenir la presse locale. Absolument, mais c'est plus que la presse locale, mais c'est un magazine qui existe depuis très C'est un magazine historique. Voilà, très longtemps. Exactement. Il n'est pas né ces jours. Alors aujourd'hui, notre débat va nous amener à parler de 3 films. Hope de Na Jong-hee, j'arrive jamais à finir le nom, je ne sais pas pourquoi. Na Hong-ji. Na Jong-in. D'accord. Je crois. Non, mais je crois pas. Mais qui a pas mal remué ce festival, on va dire, qui était le film le plus attendu de la première semaine, je dirais. Ensuite, on parlera de Garance de Jeanne Herry avec Adèle Exarchopoulos. Et enfin, on conclura avec biopic entre guillemets de Jean Moulin, mis en scène par Laszlo Nemes, le grand cinéaste qui avait réalisé Le Fils de Saoul il y a une dizaine d'années. Alors, on démarre avec ce Hope, on sera sans doute d'accord, je ne sais pas, mais je sens aussi, Pierrick, comment tu as ressenti tout ça? Ouais, bah alors, convaincu, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, rapidement, Hope, et non Nope, oui, d'abord, moi aussi, mais il y a un lien avec le film de Jordan Peele, d'ailleurs, de Na Jong-hee. Rien de tiré. Alors l'histoire c'est quoi? C'est qu'au départ il retrouve un bœuf là, qui est complètement déchiqueté et éventré, puis il va se demander pourquoi, est-ce que c'est une bête sauvage, qu'est-ce qui s'est passé, et puis il va s'enchaîner à une course-poursuite un petit peu, à la recherche d'un monstre, d'une bête qu'on voit pas au début et qui va un petit peu détruire tout un village en Corée. Alors moi je suis complètement convaincu, j'ai énormément aimé le film pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que je trouve qu'il y a une forme de liberté totale, un élan créatif comme ça, un film d'action certes, folle et follement filmé, asphyxiant, mais aussi il y a, je trouve aussi une émotion. Il y a une scène où j'aimerais qu'on parle rapidement après, c'est cette scène où on voit justement une sensibilité et des pleurs qui viennent sur le visage d'un monstre, et je trouve que là il arrive à mettre une scène de grâce absolue. On n'a pas l'explication à ce moment-là, il vient plus tard. Il vient plus tard, et là on a cette scène un petit peu en apesanteur, on voit une émotion qui naît du monstre. Donc c'est vrai qu'on a un peu un film classique type The Host de Bong Joon-ho, du monstre qui détruit une ville, mais aussi il arrive à pénétrer donc de l'émotion. Et puis ça va encore bien au-delà, parce qu'après, on va évidemment essayer d'éviter les spoilers, mais il va se mettre en place. On va les éviter. Va mettre en place l'arrivée d'autres monstres qui vont créer une forme de civilisation. On spoil déjà, là, et du coup, on spoil un peu. Mais du coup, qui amène pour moi le film largement au-dessus du simple film de monstre, du simple film d'horreur, du simple film sanguinolent. Et je trouve que c'est un film qui nous dépasse. Et je trouve que peut-être que le film va dépasser certaines personnes pour le meilleur ou pour le pire, parce que chez certaines personnes le film est assez clivant, mais moi il m'a tellement dépassé sur cette fin notamment extrêmement mais science-fictionnelle, délirante, et qui m'a complètement convaincu. Donc pour moi il y a ce côté monstrueux, ce côté sanguinolent qu'on adore, il y a de l'humour aussi, je rajoute juste, très drôle, très drôle, l'humour est très important. Il n'y en a pas trop. Dans le film il n'y en a pas trop, donc de l'humour, de l'émotion, de l'action, et un film vraiment claque quoi, qu'on a rarement vu ça quoi, peut-être l'un des meilleurs films du grotesque et du sérieux. C'est ça, et peut-être un des meilleurs films de monstres depuis très longtemps en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est à Tobias de nous dire s'il est d'accord avec nous. Moi je suis peut-être un petit peu plus réservé que vous, même si évidemment plus j'y pense, plus je pense que je suis parmi ceux qui aiment le film vraiment, et je me range parmi les amoureux du film. Déjà, il y a cette première séquence. Il faut déjà expliquer qu'au départ, du coup, Hope, c'est le nom d'un port. C'est en fait. C'est le nom d'un port dans lequel va se dérouler l'action. Un port de Corée. Et un port de Corée, etc. Exactement. Et en fait, Na Jong-in va utiliser ce port vraiment comme une pure arène à film d'action, comme une espèce de laboratoire à film d'action. Et véritablement, les 30 premières minutes m'ont complètement, j'ai trouvé assez phénoménal. Enfin, peut-être jusqu'au moment où il y a l'arrivée du monstre, la découverte du monstre. Ce qu'il faut bien expliquer aux gens, c'est qu'en fait, pendant 40 minutes, en fait, on ne voit pas le monstre. En fait, on voit juste les effets matériels de la présence de la destruction, monstre, de la destruction, etc. Et je me suis même dit à un moment, est-ce que en fait, on va le voir durant le film.
Et ça aurait été intéressant d'ailleurs, mais après peut-être que je pense que le film aurait eu moins de souffle, moins d'ampleur, etc. Mais c'est toujours la grande question ça, de ce genre de film. Oui. Pour moi, le voir, c'est même essentiel quelque part. Ouais. Oui, bien sûr. Mais j'étais absolument impressionné en fait par cette première séquence. Et oui, comme tu as dit, c'est les ruptures de ton en fait, les ruptures de rythme, les ruptures de registre, ce mélange entre le grotesque et le sérieux. Qui est très très fort. Il faut expliquer qu'au moment il y a une scène, pour pas trop dévoiler, où il y a quelqu'un qui raconte sa rencontre avec le monstre. Pendant laquelle il est en train de déféquer. Un humour scatophile. Il y a même la scatophilie. Il y a vraiment, c'est pour voir à quel point il y a de la trivialité, à quel point il y a un mélange de registres, etc. On va aussi travailler sur le burlesque, etc. Alors après, au niveau des scènes d'action, moi, ce serait ma micro-réserve, c'est que je trouve qu'il est très très fort pour les scènes d'action urbaines, justement dans cette ville. Dans la forêt, parce qu'à un moment au milieu, il y a une grande séquence d'action dans la forêt. Je trouve que là, il est un peu moins inventif en termes de découpage, en termes de mise en scène, où il va répéter souvent les mêmes types de plans avec des gros travelling arrière, puis avec le monstre qui fonce dans la caméra. Il le répète souvent ce plan. Et du coup, je trouve un peu moins inventif en termes de comment l'action se met en place, etc. Au mécanisme du film d'action. Donc voilà, ce serait ma micro-réserve, mais sinon aussi il y a un mélange de plein d'influences. Moi le design du monstre il m'a fait penser, alors bref, peut-être incongru au Festival de Cannes, mais au Titan, de l'attaque des Titans. Donc c'est mais il y a des monstres, ils ont plusieurs designs en plus. Et du coup, c'est Là, il y a une critique qui dit que c'est mal fait, etc. Mais c'est parfaitement voulu. Enfin, cette esthétique, elle est parfaitement voulue. Sur des critiques pour dire que Argendignol, mais juste pour finir sur l'attaque des Titans, du coup, c'est un célèbre manga japonais. Et je pense qu'il regarde aussi du côté aussi, par exemple, des styles manga. Du coup, en Corée, c'est les manhwa, pour les mangas coréens. Il y a aussi une grande culture des animés en fait en Corée. Et je pense qu'il regarde aussi de ce côté-là. Il regarde aussi du côté du jeu vidéo. Il y a certains plans aussi qui nous fait penser à de la fantaisie, quoi. Ouais, exactement. Et ce mélange de registres on a créé un truc tout à fait étonnant et assez stimulant. Ouais. Pascal, t'en penses quoi? J'adore, vous avez à peu près tout dit. Je répète ça, il y a un mélange des genres assez incroyable. C'est à la fois en thriller, en film d'horreur, en film de science-fiction, en western. C'est tout ça à la fois. L'humour, il y en a un peu, pas trop. Le personnage de la flic très badass quand elle est acharnée à vouloir tuer le monde. Ça, c'est extrêmement drôle. Toutes ces répliques sont incroyables. Là où n'importe qui aurait peur, elle dit le salaud, il est encore là, il est encore debout, elle y va. Et il y a une gestion des scènes d'action époustouflante. On répétera jamais assez à quel point la mise en scène c'est de la maestria là-dedans. C'est du niveau de Paul Thomas Anderson si c'est pas meilleur. Ça c'est incroyable. Formellement on est face en film presque parfait. Je dois faire des grimaces. Non, Paul Thomas Anderson. Oui, non, mais je fais exprès de mettre le curseur un peu plus loin. Oui, bien sûr. Il peut gagner prix de la mise en scène. Il nous scotte, mais il veut la Palme d'Or. Pourquoi hésiter? Même cela dit, avec le jury qu'il y a là, j'ai quand même. Bon, il a son compatriote quand même. Hein. Alors soit il est jaloux. Soit il c'est possible. Soit il l'honore, mais il est peut-être jaloux puis il peut pas vouloir. Bref. Et donc voilà, on est totalement scotché pendant presque 3 heures. Moi j'ai rien vu passer. J'ai pas vu passer le temps. Moi non plus. J'ai dit donc c'était fini. Non, c'est fini. Passe, ouais. Je voulais pas que ce soit fini, je suis resté jusqu'à la fin du générique fin en espérant qu'il y ait un plan de fin. Il n'y a pas de plan de fin. C'est le seul spoiler que je peux délivrer, le reste je parle pas de l'histoire. Et ça nous offre aussi une nouvelle famille, catégorie ou race de monstres. Contrairement un peu, il y avait les aliens, on pense un peu aux avatars, aux personnages d'avatar. C'est ça. Vraiment de différents. Justement, je suis pas voulu se moquer un peu d'avatar. d'avatar. Titan du coup de l'attaque des Titans. On a moins en tête. Enfin, moi personnellement, je l'ai moins en tête. Oui, mais c'est très de niche, génération. Alors voilà, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire que c'est le plus grand film qu'on ait vu depuis le début de ce 79e festival. Non. T'es d'accord avec nous? On a pas le choix. On a débattu. On passe maintenant à Garance. Garance, c'est le film de Jeanne Herry qui est aussi en compétition avec Adèle Exarchopoulos.
Tobias, de quoi s'agit-il et qu'en as-tu pensé? Alors, en fait, ça va explorer le quotidien, la vie d'une théâtreuse, donc d'une actrice en fait, ouais, française, donc qui est jouée du coup par Adèle Exarchopoulos. Et voilà, très précaire. Après, voilà, ça va explorer un peu sa vie un peu de galérienne, on peut dire. Et il va y avoir la problématique de l'alcoolisme, puisque du coup elle est alcoolique, hein, et on va suivre du coup, on va avoir un peu on va suivre son quotidien avec justement cette problématique de l'alcoolisme qui va petit à petit vraiment prendre le dessus et qui va vraiment monter en puissance, on va dire, au fur et à mesure du film. Et moi, c'est mon gros problème. Sujet que de plus en plus de films. Ouais, exactement. Et c'est-à-dire qu'on démarre, on suit de manière un peu fragmentaire, c'est un peu par touche comme ça, un peu le quotidien de cette. Puis les bouteilles apparaissent petit à petit. Oui, les bouteilles apparaissent. Qu'elle vient jeter en bas de chez elle, etc. Et il y a vraiment une esthétique un peu de la rupture un peu dans le montage un peu au début, c'est-à-dire qu'on va faire un peu, comme j'ai dit, par touche, un peu un montage par touche, un peu en pointillé, qui peut d'ailleurs évoquer un peu l'alcoolisme, c'est-à-dire un peu le blackout en fait, le fait qu'on ait des blackouts, etc. Et petit à petit, vraiment, de manière très très lourde, hein, moi j'ai vraiment pas du tout aimé le film, hein, pour moi c'est un peu une catastrophe, de manière très très lourde, le sujet de l'alcoolisme va vraiment dominer totalement le film. Faut savoir que vraiment le dernier mouvement du film, les 30 dernières minutes, c'est vraiment un exposé de ce que c'est un sevrage en fait, parce que du coup elle va avoir un sevrage parce que sinon elle peut mourir en fait. De manière littérale. Et c'est vraiment un exposé de manière hyper littérale, hyper barbante et très simpliste. Médicale. Simpliste. Hyper simpliste, c'est-à-dire qu'on a le droit à tout, on a le droit aux effets secondaires au départ. C'est très très linéaire. Ensuite, évidemment, elle va boire une bouteille, elle va un petit peu hésiter, etc. Du coup, de manière très pompeuse. Pas encore trop ça. Il y a comme une scène où il y a quand même. Et donc, le problème, c'est que le film est complètement prisonnier de son sujet, et ça, c'est un énorme problème quand on parle d'un film. Dès qu'un film est prisonnier de son sujet, évidemment, c'est assez problématique, quoi. Moi je suis d'accord avec toi, je trouve que le film est faible, très faible dans son écriture, dans sa mise en scène. En fait je trouve que moi ce que j'aime pas, en gros, c'est qu'elle ne prend pas réellement de décision. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de distance quand même sur les choses. Si, je trouve. Et en fait, on n'est pas vu, hein, mais bon. Si, au début. Non, en fait, pour moi, le sujet n'est même pas pris assez au sérieux. Et c'est ça qui me dérange. Pour moi, c'est un sujet qui est profondément sérieux. Et il faut aller au fond de la démarche, c'est-à-dire montrer réellement ce qu'est l'alcoolisme et comment elle détruit. Et je trouve qu'elle n'y va pas du tout. Pour moi, c'est un film gentillet, c'est un film mignon et qui ne reflète en rien ce qu'est le drame de l'alcoolisme. Elle n'y va absolument pas. Et en fait, son sujet, elle le traite même pas. Donc il n'y a pas de parti pris, parce que l'alcoolisme c'est pas ce qu'on a vu, c'est des choses beaucoup plus dures, beaucoup plus violentes. Et là je trouve que c'est Susan Hayward dans Une femme en enfer de Robert Wise par exemple. Tu vois, on est d'accord. C'est une vision gentillette de l'alcoolisme en fait. Et alors moi le seul point positif, c'est que je trouve que c'est en compétition officielle, que ça met le sujet au regard de tout le monde, parce que c'est un sujet tabou qui est dominé par des lobbies, et on sait que l'alcool il est très très peu attaqué contrairement au tabac et aux drogues dans nos sociétés contemporaines. Donc ça c'est plutôt positif, mais je trouve que le film est très très superficiel et très mignonnet par rapport à ce qu'est la réalité, et du coup elle va absolument pas assez loin dans le sujet, et donc en fait le film pour moi est raté de ce point de vue là. Pascal? Moi je trouve surtout que le sujet de l'alcoolisme il apparaît pas au début du film, donc on sait pas que c'est un film sur l'alcoolisme. Pour moi, on le sait pas. On le sait qu'à la dernière demi-heure ou à peu près. Pas avant. Avant, c'est un portrait. Ça monte en puissance petit à petit. Ça monte en puissance, mais au début, moi j'ai tout de suite pensé. Tous ces jeunes, pour moi, ils vont pas. Ça colle pas. Ils sont tous ouverts, sexuellement prêts à tout, cool. Mais c'est pas la réelle, c'est pas le réel. C'est ce que je dis. Non, on n'est pas dans le réel. Moi, la seule personne dont le point de vue m'intéresse, c'est la femme qui la soigne. Ouais. Cette doctoresse qui lui dit, qui est assez ferme avec elle. Qui lui dit, c'est la médecin, tu dis. Voilà, si vous n'arrêtez pas de boire, si vous n'arrêtez pas de boire, c'est fini. Elle a un discours logique. Quoi. Sinon, je trouve qu'Adèle Exarchopoulos fait toujours le même rôle et j'en ai marre. J'en peux plus de cette actrice. Pour moi, elle a aucune gamme de jeu. T'es dur. Ouais, je suis dur. C'est pas sa faute, je dirais. Non, dans Rien à foutre, par exemple. Moi, je trouve qu'elle fait la même chose qu'ailleurs dans Rien à foutre. Pour moi, dans Rien à foutre, elle fait aussi la même chose qu'ailleurs. Elle fait toujours la même chose. Elle est toujours la victime. Mais elle est formidable dans Rien à foutre. Après, peut-être que t'as pas aimé le film. J'aime pas tellement elle. Ok.
Et voilà, et donc c'est en hommage aux Enfants du Paradis, le film de Marcel Carnet. Qui passe d'ailleurs dans le film. On voit un extrait, ouais. Ça, on n'en fait rien, d'ailleurs pourquoi hommage à ça, bon bref. J'ai l'impression que Jeanne Herry a écrit un film pour Suzanne Lindon qui n'était pas libre, donc elle a dit Adèle Saraffi, une fille qui dirige une fille. Et moi j'ai pas aimé, enfin globalement j'ai pas aimé, je trouve que c'est un peu... On est d'accord, hein. C'est désincarné, pas bien joué à la cool. Bah oui, tout le long. C'est ce que je dis, c'est pas le sujet, il est pas pris à bras Elle joue toujours tout à la cool. En fait, c'est vraiment la version mignonne, j'ai envie de dire, de l'alcoolisme. Et donc ça rend pas service au sujet en fait. Ouais, non, puisqu'on sait à peine que c'est le sujet. Si on reste pas à la fin, on sait pas que c'est le sujet. Ou à peine. Là, je suis moins d'accord avec toi. Moi, dès le début, je le savais. Non, moi non. Ouais, elle descendait les bouteilles. Si. Ah non, moi non alors. Ouais, j'avais lu. Pas du tout. Bref, peu importe. On est relativement d'accord, ce qui est alarmant, mais c'est comme ça. On passe au dernier film de notre table ronde. C'est Moulin. Ouais. C'est Moulin de Laszlo Nemes. C'est moi qui dois commencer. C'est une sorte de biopic incomplet, certes, parce qu'il débute pas avec la naissance de Jean Moulin, grande figure historique française, chef de la résistance en France, à Lyon notamment, qui était arrêté par la Gestapo, qui se fait torturer et qui se fait finalement tuer par la Gestapo, notamment par Klaus Barbie, qu'on voit dans le film, et qui est ici joué par Lars Heidinger, qui est formidable, pendant que Jean Moulin, lui est joué par Gilles Lelouch. Et tout le monde dit Gilles Lelouch aura un prix, mais moi je pense que c'est Lars Heidinger qui mérite le prix, c'est pas Gilles Lelouch. Je le trouve beaucoup mieux en salopard, en ordure intégrale. Il est parfait, Lars Heidinger. Il est très bien. Lelouch, il est pas mal, mais il est un peu posé. Alors le film, cloîtré dans son personnage. Le film est intéressant parce que Laszlo Nemes, j'ai l'impression qu'il veut un peu répondre au fils de Saoul en montrant un autre versant de la guerre, en restant sur ce monde oppressant qu'il y a dans Saoul. On est dans des camps de concentration, autour des camps de concentration, autour des non, il y avait les gens qu'on brûle là, je cherche le mot. Bref, vous avez compris. Et là, on est dans les bureaux de la police, de la police de Gestapo, et la prison de la Gestapo. Dans les deux cas, c'est oppressant, c'est un monde renfermé, qui est souligné par une photographie très obscure, très opaque, comme ça. On n'en sort jamais, on étouffe presque. Je trouve qu'on étouffe même carrément. Les séquences où il est en prison, certaines personnes m'ont dit qu'elles avaient du mal à respirer. Bon, il y a des gens qui s'effarouchent pour pas grand chose. Et voilà, je trouve que c'est très bien traité une fois de plus par Laszlo Nemes, qui saute d'un genre à l'autre. Je sais pas comment il fait, parce que 9 mois en arrière, son précédent film était à Venise, Orphan. Et là, tout d'un coup, il en a un nouveau à Cannes. Je sais pas quand il l'a fait, sans doute avant, je sais pas dans quel ordre. Enfin bref. Et donc t'es plutôt positif. Ouais, je suis plutôt positif. Du coup, on sera pas d'accord. Non, on sera peut-être pas d'accord, j'en sais rien. Tobias, t'en penses quoi? Ouais. Moi, du coup, je suis pas d'accord. Moi, le film m'a plutôt, m'a pas vraiment convaincu. Je pense que c'est vraiment un film un peu de plasticien. C'est-à-dire que c'est vraiment, déjà le 35 mm. Enfin, c'est vraiment. Mais il tourne toujours en 35. Ouais, mais aussi le travail sur la lumière, etc., sur l'obscurité, sur les ombres, etc. On a l'impression que Gilles Lelouch, c'est un peu une silhouette, un peu un spectre, quoi, qu'il est déjà mort en fait dès le début du film. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Mais après, je trouve qu'on retrouve quand même certains gros sabots, un peu de la mise en scène du martyr dans toute la deuxième moitié. Alors, il faut quand même dire que du coup, le film, on pourrait dire, il y a deux moitiés. On pourrait dire la première moitié jusqu'à ce qu'il se fasse choper à la Gestapo, où il essaie d'organiser la résistance, etc. Française, ouais. Et là, la scène typique de cette première moitié, c'est vraiment des conversations un peu secrètes, avec des regards. Voilà, Gilles Lelouch qui regarde un petit peu, voir si. Mais il veut son prix. Ouais, exactement. Un peu qui filme qui est un peu une bête traquée, etc. Et puis qui est tout le temps sur ses gardes, etc. Ce qui occasionne dans le montage un peu beaucoup de raccords regards. C'est-à-dire qu'on voit les regards de Lelouch, ensuite on voit ce qu'il regarde et c'est hyper répétitif. Et du coup, je trouve qu'il y a un peu un systématisme. Y compris lors de la scène d'arrestation. Ouais, il y a un peu un systématisme là dans la mise en scène. Et puis ensuite l'esthétique du martyr dans la deuxième partie, la mise en scène du martyr dans la deuxième moitié du film, je trouve que c'est aussi très très gros sabots, etc. Avec une forme de pesanteur aussi avec le son, aussi la bande sonore, de lourdeur, etc. Je trouve que ça va. Où il se remet à des procédés de mise en scène un peu
un peu facile en fait, notamment avec le son et puis et ouais, on a vite. C'est un film qui est très empesé, je trouve, au final. Moi, je suis plutôt de l'avis de Tobias que de Pascal. Je trouve que c'est un film d'historien plus que c'est un film de cinéaste. Je trouve que ça manque clairement d'identité, ça manque de cinéma, ça manque d'idées. Et j'ai l'impression que le sujet est tellement important. Et surtout venir le présenter en France, à Cannes, c'est important, c'est majeur. C'est un personnage éminemment historique. On va en reparler dans le De Gaulle qui est présenté dans 3-4 jours. Il y a aussi Jean Moulin. Ça va être intéressant de comparer. Voilà. Et je trouve que sincèrement, le sujet le dépasse un petit peu. Et j'ai l'impression que Nemes veut vraiment tout bien cadrer, tout calculer, y compris Gilles Lelouch, qui est très bien, mais je trouve trop sclérosé dans son personnage, comme s'il n'osait pas en faire de trop ou pas assez, par peur de toucher l'importance de Jean Moulin. Et je trouve que ça en fait un film. Ouais, mais en même temps, il veut rester dans le personnage, qui veut rester caché. Non, mais je trouve qu'il y a un côté un peu bloqué et je trouve que le film manque vraiment d'allant créatif et c'est un film quasiment docu, un film d'historien et pas un film de cinéaste. Et moi, ce que je vois à Cannes, c'est des films de cinéma, c'est pas des films d'historiens. Moi, c'est un film de cinéaste, on n'est pas d'accord. On sera pas d'accord. Gilles Lelouch, je trouve, ça se voit qu'il est dès le début du film, il est un peu, voilà, il porte tout le poids du monde sur ses épaules, il est chargé comme ça, il est dans la pesanteur. Il est dans la pesanteur. Lars Eidinger mérite le prix plus que lui. Et en fait, c'est un peu une figurine quoi. Dès le début, Gilles Lelouch et c'est vraiment un film, effectivement, qui est assez fixe en fait, qui est très peu mobile, un peu plombant. Ouais, un peu plombant. Mais qui, moi, m'a pas vraiment porté, jamais quoi. Je suis toujours resté à distance de cet élément historique et ça me manquait vraiment d'un autre regard. Mais la fin est bien. Voilà. La fin est bien. Ouais, je me souviens plus de la fin. Bon, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus et on va se quitter sur cette note discordante. C'est vrai. En remerciant une fois de plus Swiss Film de nous avoir prêté une partie de son pavillon. On est dans le pavillon Swiss Film qui se trouve à l'intérieur du village international du marché du film. Et on remercie Tobias. Et on remercie Tobias. Merci à vous, c'était un plaisir. Grand honneur d'avoir reçu en critique et mérite. Grand honneur d'avoir été reçu. Lisez-le dans Cinefeuille. Abonnez-vous à Cinefeuille. Abonnez-vous à Cinefeuille. Il faut s'abonner à Cinefeuille. Ouais. C'est une petite structure, mais qui mérite. Elle a bientôt le numéro 1000. Hein. Ah, ouais. Oui, c'est vrai. Bientôt le numéro 1000. C'est vrai. Il va falloir fêter ça. Ouais, tout à fait. Alors, voilà. Alors, merci à tous de votre patience et à bientôt pour le 3e numéro canois. Exact, dans quelques jours. Ciao. Ciao.